Merci beaucoup. Donc, on passe à la troisième et dernière présentation. C'est Arnaud Gala de Créteil qui va nous Voilà, parler. c'est Arnaud Gala de Créteil qui nous a fait faux bond et qui est désolé de ne pas pouvoir être là avec nous. Donc je vais Et on fera présenter... une petite, tu nous autoriseras, Arnaud, tu nous autoriseras une petite discussion quand même à la fin de quelques minutes pour les trois sujets. Oui, oui, je vais aller vite puisqu'Arnaud n'est pas là. Donc Arnaud, en fait, travaille sur la scintigraphie depuis de nombreuses années à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Et donc je vais faire son topo à sa place. Alors je n'ai pas toutes ses compétences, mais bon, on va essayer quand même. J'espère que vous serez gentil avec moi. Donc je vais vous parler uniquement de la scintigraphie osseuse. Il y a 3 marqueurs qui sont connus principalement et qui sont utilisés en France. C'est le MDP, l'HMDP et le DPD. Il y a un 4e marqueur. Comment? Ben, je sais, mais tu crois? J'ai peur. Hein. Ça sera la faute de Joël. Hein. Donc, ces 3 marqueurs sont ceux qui sont utilisés en France. Les 2 qui marchent bien, c'est l'HMDP et le DPD. Le MDP ne marche pas bien dans les amyloses. Voilà. Et aux États-Unis, ils utilisent un autre marqueur, ainsi que dans l'Est de l'Europe, qui est le PYP, le pyrophosphate. C'est la sensibilité, la spécificité de ces marqueurs pour l'amylose est un petit peu différent. Et donc, il faut faire attention également au temps d'acquisition, et ça nous gêne un petit peu pour la comparaison des papiers. Alors, cette scintigraphie osseuse, elle est utilisée par nos collègues depuis très longtemps pour aller rechercher des métastases osseuses, des inflammations osseuses, puisque ces marqueurs vont se fixer à un moment où il va y avoir une modification en fait, de la matrice extracellulaire et notamment l'intervention de la calcification. Alors, pourquoi on a une fixation myocardique avec ce traceur osseux dans les amyloses? C'est toujours pas très clair, mais il y a ce papier récent publié en 2016 qui tend à démontrer que c'est du fait des calcifications myocardiques dans les amyloses. Et donc ça, ils l'ont prouvé dans les amyloses TTR. Ils ont également analysé s'il y avait des macrophages ou pas dedans, et c'est vraiment, semble-t-il, corrélé au niveau en fait de calcification. Vous voyez ici donc un patient qui a à gauche une amylose, donc ici avec du rouge Congo, et là c'est le marquage en fait des calcifications. Là c'est même pas des micros, on peut dire c'est quasiment des macro-calcifications, et ça ils l'ont relié en fait à la fixation du traceur. Donc ce qui est important en fait dans votre pratique, c'est le message qu'Arnaud souhaitait vous faire passer, c'est que cette scintigraphie au diphosphonate, elle est utilisée en pratique quotidienne pour aller marquer l'os. Et donc, quand on la pratique, en fait, il y a 2 temps dans cet examen. Il y a une phase en fait qui est précoce, 3-5 minutes, et une phase tardive qui est 3 heures. Et donc, dans la plupart des examens, on fait cette phase tardive, puisque c'est comme ça que cet examen est fait, puisque c'est un traceur osseux qui est fait pour l'os. Et donc, au bout de 3 heures, on va avoir la fixation osseuse. Alors qu'initialement, à 3 minutes, à 5 minutes, on s'en sert pour calculer les coûts de radiation, et ben, on n'a pas de fixation osseuse. Le fait est, c'est qu'en fait, on a différents scores qui ont été validés, je vais les passer, mais alors, tac, la cinétique encore une fois, la cinétique de fixation en fait de ces traceurs au niveau des tissus est totalement différent. Donc, l'os intervient au bout de 3 heures, mais pour les organes mous et notamment le cœur ou les tissus mous, ça intervient immédiatement. Et vous voyez là où on veut venir dans cette histoire, c'est qu'on peut différencier finalement les 2 phases en fait d'utilisation de cet examen, la phase précoce et la phase tardive. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil lorsqu'on analyse la phase tardive pour quantifier ce fameux marquage cardiaque? Les Italiens ont décrit le score visuel de Perugini, qui va donc regarder le contraste entre la fixation du cœur et la fixation des os. Et donc, il y a 3 stades. 0, vous voyez que l'os. 1, vous voyez un peu de silhouette cardiaque. 2, vous voyez le cœur qui commence à arriver, avec un peu d'extinction en fait, des extrémités. Et 3, vous avez une forte fixation myocardique. Donc ça, c'est juste un score visuel en regardant le squelette complet. Mais associé à ça, vous pouvez faire du SPECT, donc des images comme on fait dans les scintigraphies d'ischémie, etc., qui vont compléter ces examens et qui peuvent même voir des choses que vous ne voyez pas sur ce corps complet. Et puis, il y a des mesures qui sont quantitatives. Il y a plusieurs ratios qui ont été définis, puisqu'on va pouvoir quantifier en fait, avec des pixels la fixation myocardique, qu'on va pouvoir différencier à la fixation totale en phase tardive et donc à la fixation osseuse. Le problème, en fait, c'est que quand vous avez des inflammations osseuses, etc., vous pouvez avoir aussi une captation du traceur, donc ce n'est pas forcément l'idéal. Et puis, dans les amyloses très diffuses, où on va avoir une fixation également extracardiaque avec les muscles qui peuvent être touchés, ça va vous diminuer votre ratio, alors que l'atteinte cardiaque est pour autant importante.
importante. Il y a d'autres indices, et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser, la normalisation de la rétention, de la fixation cardiaque à la fixation du crâne, skull retention, où donc c'est ce ratio. Et puis nos collègues américains qui utilisent le PYP et juste la fenêtre thoracique, ils regardent par rapport au médiastin controlatéral, et donc ils regardent la fixation cardiaque par rapport à celle-là. Et donc ça va vous donner différents indices, différentes valeurs et différents papiers en fonction des marqueurs que vous utilisez. Celui-là étant bien sûr uniquement qualitatif et donc pas très fiable. Vous voyez ici donc un exemple d'un patient de 75 ans qui a une amylose sénile. Vous voyez effectivement ce ratio. Alors on peut faire un test de votre accuracy à voter à quel score. Alors qui vote pour un score 0 ? Personne. Pour un score 1 ? Pour un score 2 ? Quelques mains. Pour un score 3 ? Voilà. Donc globalement vous votez pour un score 3. Moi, je me tâterais quand même parce qu'on voit quand même les pieds, on voit quand même les jambes. Et donc, vous voyez, c'est quand même... voilà, donc, je serais peut-être plutôt pour le score 2. Mais on avait fait le test lorsqu'on a fait la conférence de consensus. On voit qu'évidemment, il y a des choses. Et donc, vous voyez les images de spec. Vous voyez les images de spec qui complètent bien, en fait, cette fixation cardiaque, où on arrive à bien voir, en fait, où est l'infiltrat. Et ça nous aide beaucoup. Alors là, c'est un des travaux qu'a fait Arnaud sur l'HMDP, mais il y a plusieurs traceurs, donc DPD et HMDP qui sont utilisés. Et dans ce travail, en regardant là, c'est le ratio cœur sur le crâne, on voit en fait que la fixation est vraiment très importante dans les amyloses à transthyrétine héréditaires ou séniles, et que dans les amyloses à L, il y a quelques patients qui vont fixer, mais la plupart ne fixent pas et sont tout à fait similaires en termes de fixation par rapport aux autres patients. Donc ça, c'est sur les temps. Donc l'analyse du temps tardif. Et Arnaud a relié ce degré de fixation au pronostic. Alors il y a maintenant 2 ans, on avait fait une conférence de consensus ou un statement international à Londres, où plusieurs experts internationaux, à l'invitation des Anglais, se sont réunis. On a fusionné nos bases de données avec un grand nombre de patients, et on est arrivé donc à cet algorithme diagnostique pour placer la scintigraphie en première position chez les sujets âgés, qui sont souvent équipés de pacemakers, pour faire le diagnostic et éviter de faire des biopsies myocardiques à ces patients qui ont des amyloses à transthyrétine, donc souvent uniquement cardiaques, et où les biopsies extracardiaques sont négatives. Et donc vous voyez là, dans cet algorithme, ce qu'on a mis, c'est le score de Perugini, donc au temps tardif, grade 2, grade 3. Et donc si un patient a une suspicion d'amylose, si vous lui faites directement une écho, etc., la scintigraphie, et qu'il n'a pas de gammapathie, on va apprendre comment rechercher la gammapathie tout à l'heure, et il faut suspecter une amylose TTR, et donc il ne reste plus qu'à faire le test génétique pour arriver à différencier quelle est la 2. Mais il ne faut pas passer bien sûr cette étape, parce que pour peu qu'il ait une amylose à L, on va aboutir à un mauvais diagnostic. Et ça, c'est important, c'est que les amyloses à L fixent très peu à la scintigraphie. Et donc, quand on a un grade 0, on ne peut pas exclure une amylose. Mais quand certaines AL peuvent fixer à la scintigraphie, et donc quand il y a une gammapathie, on ne peut pas exclure à tout prix une amylose. Mais la plupart des amyloses qui fixent fortement sont TTR, mais s'il y a une gammapathie, encore une fois, on ne peut pas l'exclure. Alors, quel est l'intérêt de la phase précoce? C'est les travaux qu'Arnaud a menés. On avait beaucoup de patients à l'hôpital Henri Mondor, on était encombrés en fait par toutes ces scintigraphies qui durent très longtemps puisqu'il faut attendre les 3 heures. Et évidemment, lorsqu'on a un nombre limité de ressources et de places, on n'arrivait pas à passer nos patients après 14 heures de l'après-midi puisqu'il fallait que le service ferme. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait faire plus d'examens et s'intéresser à cette fameuse phase précoce où la fixation myocardique est visible. Et donc, Arnaud a comparé en fait les résultats des phases précoces et des phases tardives. Il a inventé un nouveau score qui est le rapport cœur sur médiastin pour cette phase précoce et il l'a validé. Et je vous montre donc ce qu'il a fait sur la cohorte. Il a donc regardé la quantité, donc la valeur de ce score en fonction des différents diagnostics des amyloses. Il les a comparés à la phase, donc à un score visuel précoce, est-ce qu'on voit une fixation myocardique dans la phase précoce, au score aussi également tardif, et on voit en fait qu'un ratio cœur sur médiastin supérieur ou égal à 1,2 permet d'identifier en fait toutes les amyloses à transthyrétine. Il n'y en a aucune qui est ratée, et les quelques patients avec une fixation myocardique dans les AL, vous voyez qu'il y en a que deux AL qui fixaient, sont exclus par ce ratio, ce qui permet de faire un algorithme.
Alors ce ratio est déjà utilisé par des centres, nombreux centres de scintigraphie privés qui ont beaucoup apprécié de pouvoir faire encore plus d'examens dans un temps plus précoce. Mais là, bien sûr, dans le cadre du temps précoce, on ne fait plus de temps tardif ou seulement dans les protocoles amont d'or, vous ne pouvez pas comparer par rapport à la trame osseuse puisque vous ne verrez jamais de fixation osseuse. Donc on ne peut plus faire de score de Perugini, donc on a inventé le score de Gala, c'est 0 ou 1, ça fixe ou pas. Il y a bien sûr, il faut faire attention. Et il faut faire attention parce qu'en phase précoce, vous pouvez voir le traceur passer dans la cavité. Donc il faut bien voir que c'est bien le muscle cardiaque qui fixe. Voilà. Donc c'est un examen, la scintigraphie qui est osseuse simple, peu irradiant, facile à interpréter. Le temps précoce, eh ben, on a ce ratio qui est validé sur notre corps de 1,21 qui permet vraiment d'évoquer une amylose à transthyrétine en l'absence de gammapathie, bien sûr. Hein. Alors nous, on n'a pas trouvé de patient avec une amylose à L, mais vous avez vu, le nombre est trop bas. Donc s'il y a une gammapathie, il faut aller plus loin. Le temps tardif, on peut utiliser ce score visuel, mais qui reste quand même assez dépendant de l'expérience de chacun. Et là encore, on peut diagnostiquer et signer une amylose TTR s'il n'y a pas de gammapathie. Et un message très important, c'est qu'une scintigraphie normale, sans fixation myocardique, ne peut en aucun cas éliminer une amylose à L, puisque la plupart des amyloses à L n'ont pas de fixation myocardique. Donc quand vous avez un patient chez qui vous suspectez une amylose avec une IRM évidente, une histoire clinique évidente, etc., s'il va à la scintigraphie, il peut malheureusement parfois, le rapport c'est pas de fixation myocardique, pas d'amylose. Non, c'est pas vrai, c'est pas d'amylose à transthyrétine, mais vous ne pouvez pas exclure une amylose à L, et malheureusement, on voit dans la pratique des erreurs d'interprétation des scintigraphies. Il faut être extrêmement vigilant à ça. Et nous, par exemple, à l'hôpital, on fait systématiquement pour tous les patients, même des amyloses à L connus, qui viennent pour nous pour réévaluation après chimio, parce que dégradation, des scintigraphies osseuses. Et grâce à la scintigraphie osseuse, lorsqu'on voit une forte fixation, on s'en sert même pour réajuster le diagnostic. Et on a découvert des amyloses à transthyrétine héréditaires ou séniles qui étaient traitées par chimiothérapie, en complétant bien sûr à ce moment-là avec des biopsies myocardiques. Voilà. Donc il y a donc quelques pièges et quelques limites à la scintigraphie. C'est clair qu'on peut avoir des patients qui ne fixent pas. On va sûrement en parler dans les cas cliniques et autres. Il y a toujours des niches. Il n'y a jamais de jamais en médecine, mais il y a beaucoup d'en fait. Et donc, il faut avancer. Pour conclure cette phase sur l'imagerie, il va falloir en fait bien comprendre pourquoi certains examens sont négatifs et certains examens sont positifs. Voilà. Et ça va vraiment dépendre de ce niveau d'infiltration et de l'hétérogénéité phénotypique de nos patients. Si vous avez un infiltrat interstitiel important, vous allez avoir cette hypertrophie, vous allez avoir une IRM, comme nous l'a décrit Olivier, avec un rehaussement, une hyperfixation, un strain altéré, l'histoire est vraiment très claire. Si vous avez un infiltrat qui est plus sur le système nerveux ou conductif, comme on peut voir dans les Valmet 30, en début de maladie, ils vont bien avoir une atteinte conductive cardiaque, ils vont bien avoir des problèmes électriques cardiaques, mais pour autant, l'écho sera normal, l'IRM sera normal, la scintille sera normale, mais finalement, la question, c'est quelle est la définition de l'amylose cardiaque? Ils ont déjà des troubles conductifs et déjà des troubles nerveux, et ils ont une amylose cardiaque. Donc vous voyez, même sur la définition, ça c'est quelque chose d'important à mettre dans nos guidelines, c'est quelle est la définition de l'amylose cardiaque? Est-ce que c'est que ça? Ou est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Moi je pense que c'est le tout, et il va falloir avancer vraiment dans la compréhension de cette maladie, et c'est le but donc de cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. On va prendre quand même 5 minutes pour faire une petite discussion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un deuxième micro là-bas. Et juste pour démarrer, moi j'avais une question par rapport un peu pour Olivier. Olivier, on vous appelle. Ouais. Olivier, tu as montré une diapositive où J'ai essayé. Sur le rehaussement tardif, où finalement on avait une sensibilité qui était pas si excellente, qui est autour de 75%, mais c'était sur des amyloses non biopsiées, et qui était plutôt proche de 90% quand il y avait une biopsie. Ouais, la question, c'est par exemple pour les amyloses AL, où on n'a pas en fait beaucoup d'examens qui fonctionnent, puisque la scintigraphie reste négative. Donc dans ces cas-là, on est souvent c'est des patients âgés, l'échographie n'est pas forcément absolument spécifique, donc on se retourne beaucoup vers l'IRM, si l'IRM est normal. Alors, c'était un peu le message. Je crois que c'est un outil qui a une forte valeur prédictive positive, mais qui a une faible valeur, enfin faible, qui n'a pas une si bonne valeur prédictive négative. Et moi, je ne m'arrête pas à une IRM normale. Et pour le coup, je pense que les paramètres dont a parlé Erwan sont sensibles. Et je veux dire, s'il y a une forte suspicion clinique, si on a des arguments d'anomalie de relaxation, si on a une clinique, etc., qui évoque, il faut aller jusqu'à la biopsie. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter...
Il ne faut pas s'arrêter à l'IRM. Hein. Je me permets, tu vois, en fait, c'est exactement dans les amyloses à L, on est souvent dans le cas vert, là, à droite. Tu es d'accord avec ton expérience, hein? Bah, tu peux pas le voir, ouais. Et en fait, on peut avoir des amyloses vasculaires à L cardiaques, avec vraiment une infiltration vasculaire. Et pour autant, tous les examens vont être quasiment normaux, sauf le strain qui est souvent altéré. Mais l'IRM va être normal, avec peu d'infiltrats interstitiels, finalement, et la scintille, bien sûr, normale. Dans ton expérience, tu as eu un certain nombre d'IRM normales avec une biopsie positive. Hein. Oui, on en a quelques-unes, c'est pas majeur, hein, mais on en a, ouais. Et pour le coup, si à une époque, on était revenu sur la biopsie, parce qu'on évitait, etc., maintenant, pour le coup, on l'indique franchement, parce que c'est un enjeu majeur avec les traitements qu'on a, on sait que ça va complètement changer le pronostic, donc on veut un diagnostic formel et on va jusqu'à la biopsie. On le fait beaucoup plus qu'avant. Moi, j'avais une petite question par rapport à la scintigraphie. Donc dans le papier, en effet, temps précoce, il n'y a pas de faux positifs. Est-ce que dans la pratique, est-ce qu'il peut y avoir des faux positifs de la scintigraphie osseuse? Alors, en général ou au temps précoce? Au temps précoce, on n'a pas eu encore de faux positifs. C'est juste l'interprétation, effectivement, quand tu regardes la scintigraphie, parce qu'il y a comme un passage, en fait, dans la cavité cardiaque. Et donc, c'est l'interprétation de comment tu vas l'interpréter. Et donc, dans le rapport qui est fait, ce qu'a montré Arnaud, c'est qu'il compare, en fait, la fixation myocardique au médiastin et donc au passage dans les vaisseaux. Et donc, il normalise, et c'est comme ça qu'il le fait. Et en plus, après, il fait du spec derrière pour bien visualiser où est la fixation. Donc, après, on peut avoir, indépendamment de ce temps précoce, aussi bien au temps tardif ou au temps précoce. Ça, Olivier, je crois que tu as quelques patients comme ça, avec des fixations myocardiques, où finalement, on pensait que c'était 100% spécifique. Et puis, on voit que les ApoA1, ça a déjà été décrit, les amyloses ApoA1 peuvent avoir une fixation myocardique, etc. Donc, il n'y a jamais de toujours, et donc c'est possible que tu aies un cas. Mais c'est sûr que le temps précoce, si tu regardes juste l'imagerie, sans faire le marqueur, sans faire le ratio, sans faire du spec derrière, au début, c'est trompeur et on se dit, bah non, en fait, c'est plasmatique. Oh oui, il y a une amylose. En fait, non, c'est le passage plasmatique, enfin, dans la cavité, quoi. Juste pour l'historique de la technique, en fait, le temps précoce, il est fait pour interpréter un temps vasculaire, en fait. C'est quand on interprète une scintillose, le temps précoce, il sert à interpréter le temps inflammatoire, par exemple, ou hypervascularisé sur une lésion osseuse. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est on peut voir un temps purement vasculaire, on peut voir les cavités. D'où l'intérêt, ce qu'a souligné Thibault, de faire une acquisition dite tomographique qui va permettre de voir si le signal qu'on observe, c'est un signal tissulaire myocardique ou si on reste dans la cavité. Une question pour Olivier. Sur l'île, le TR mapping, on l'utilise depuis déjà 2-3 ans. Est-ce que technologiquement, je ne sais pas, il va être possible d'étudier la déformation ou de retrouver un petit peu des anomalies de ce TR mapping avec un contraste base-apex qui augmenterait la spécificité? Ou est-ce que c'est pas possible? Parce qu'en fait, on met un point, on met un curseur, on mesure un TR mapping. On n'est pas, oui, tu as raison. En fait, si on va pouvoir le faire, parce qu'on a une précision quand même, qui est localisatrice, mais effectivement, on n'est pas, on n'est pas au millimètre près. C'est-à-dire qu'on met une ROI qui définit le septum, et à partir de là, on peut comparer un septum à une paroi latérale. C'est ce qu'on fait dans le Fabry, par exemple, et ça marche très bien. Donc, on peut tout à fait imaginer faire la même chose dans l'amylose et comparer la base à l'apex pour du TR mapping. Oui, on y arrivera. Après, on est encore, même si la technique est un peu démocratisée, je veux dire, on est encore au début de son application dans ce domaine. Une petite question pour Erwan. L'essentiel des publications sur l'amylose, c'est du diagnostic post-test en échographie cardiaque et pas pré-test. C'est-à-dire qu'en fait, on a en général le diagnostic déjà, et effectivement, tous les marqueurs sont S altérés, gradient, etc. Mais l'outil échographique est un outil essentiellement de dépistage. À quel moment tu vas initier un diagnostic plus sophistiqué sur 12 mm? En fait, je dis clairement ce que je fais. Quand j'ai un aspect d'apical sparing sur un patient qui a un RAC, qui a une cardiopathie plus ou moins hypertrophique, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc je pense à l'amylose à transthyrétine et je fais une scintille. Donc je suis un gros prescripteur de scintille. Mais je fais beaucoup de scintille, ouais. Mais en fait, on est confronté, je parle vraiment du pré-test, dépistage. On fait 14 000 échos à Rouen, on a des HTA avec hypertrophie, on a des CMH débutantes, on a des sarcoïdoses, En fait, c'est la question vraiment qui est posée là, et moi je suis un peu expert en échographie cardiaque, mais il faut faire passer un message aux plus jeunes que sur une onde S altérée, on ne commence pas à faire la scintille, la biopsie sur une CMH. C'est sur l'apical sparing. Ouais. L'apical sparing me fait faire une scintille. Après la scintille, et quelquefois, souvent, je
pas, dans 30%, elle va être normale. Sur des rétrécissements aortiques, par exemple, dans 30% des cas, il y a un apical sparing à l'écho et il n'y a pas d'amylose. C'est pour ça que c'est sensible mais pas spécifique. Mais après, le tableau clinique que je ne comprends pas du patient qui a une dyspnée, on ne sait pas pourquoi, si j'ai un apical sparing, ça me fait quand même évoquer l'amylase à transthyrétine, si c'est un homme, qu'il a 80 ans, tu vois. Même sur 12 mm. Même sur 12 mm. Moi, je trouve que l'amylose, ça ouvre vraiment beaucoup de questions, parce que moi, je n'ai pas la conviction que 12 mm puisse essouffler un patient. Ça, c'est ma conviction. S'il a un strain global à moins 14, avec 12 mm, c'est strictement pas normal. Des CMH avec des PTDVG à 20... En fait, j'ai du mal à croire que c'est 12 mm. Je me demande si ce n'est pas un fortuitome qui est découvert dans un contexte de maladie. Mais on s'écarte un petit peu du sujet, qui est le diagnostic vraiment d'insuffisance cardiaque sur un bilan positif. Si ton patient est symptomatique, pour maintenant en avoir vu beaucoup, dans l'amylose à elle, 12 mm, ça suffit. Aucun problème. Voilà. Pour les amyloses à transthyrétine, pour qu'ils soient symptomatiques, il faut beaucoup plus que 12 mm. Le problème actuellement, si tu veux, c'est quand les patients nous arrivent en amylose, avec une amylose TTR, ils arrivent toujours pour l'instant au stade tardif de la maladie. Donc ils ont déjà une hypertrophie marquée, ils ont déjà tous les autres signes. Et le diagnostic, finalement, quand tu intègres toute l'histoire du patient, va être assez facile. Le problème, effectivement, tu le pointes bien, c'est les amyloses à elle. Parce que le degré d'hypertrophie pour engendrer l'insuffisance cardiaque et engendrer l'événement qui va arriver malheureusement dans beaucoup de cas de ces patients, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'hypertrophie. 12 mm pour une femme de 50 kg qui mesure 1,50 m, c'est déjà une hypertrophie massive. Hein. Mais le problème, effectivement, c'est que ce critère 12 mm dans les amyloses à L, ça suffit. Hein. Et effectivement, tu poses un problème majeur. On a besoin d'autres marqueurs, on a besoin d'autres critères échographiques, de mesures de la rigidité, de mesures de la texture myocardique, on a besoin de biomarqueurs, parce que vu la masse de gens qui ont plus de 12 mm de septum, mais là, il faut le réintégrer dans la clinique. Et on est souvent dissocié entre la clinique et l'écho, on est devenu très technique, mais il faut tout réintégrer dans le patient, c'est un tout. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est pour ça que j'aime bien contextualiser l'échographie cardiaque, et je trouve qu'on n'a pas assez abordé l'équation d'Olivier sur... le PR, la tension artérielle, le degré de l'HVG, etc., qui a vraiment du sens, cette équation, et nous, on l'applique. Juste un détail sur l'apical sparing, c'est aussi très intéressant l'apical sparing, ça commence à être utilisé, mais nous, dans ce que Julien a fait Ternacle dans notre service, en fait ça marche pas terrible, notamment quand les gens arrivent à un stade tardif, puisqu'en fait ils ont plus de strain sur toute la totalité. Et là, ce qui est intéressant, ce que tu démontres, c'est ce ratio, ce que nous a montré, l'apical sparing divisé par la FEVG, et ce contraste, en fait, cette opposition entre un strain très altéré et une FEVG. Mais méfiez-vous des apical sparing, parce que chez les patients les plus sévères, comme en fait les dépôts sont remontés jusqu'à la pointe, c'est ce qu'on a remarqué dans nos patients effectivement qui sont très sévères, cet indice ne marche pas du tout en fait, et on risque de passer à côté des plus sévères. Donc c'est toujours pareil, hein, il n'y a jamais toujours. Sur la scintigraphie, est-ce que tu peux vraiment te passer des clichés tardifs, par exemple dans le cas d'amyélome, est-ce que tu n'auras pas avoir une fixation osseuse au temps tardif? Alors nous, on cherche pas la fixation osseuse des myélomes à la scintille. En fait, on peut faire le scan de la scintille, mais c'est plus un scanner et une IRM. Mais la scintille, tu as peu de fixation finalement des géodes, etc. dans le cadre des myélomes. Voilà. Donc nous, on s'en passe. Le problème là, c'est vraiment un problème pratique et pragmatique. Hein. Vous allez voir. Je pense que dans les centres où il y a beaucoup de patients qui arrivent, et effectivement avec des épaisseurs, si on commence à passer tout le monde, mais en fait, dès qu'on y pense, finalement, on va trouver les patients. Hein. Et on voit on va vous montrer dans les cas cliniques que tous ces patients, ils sont conjugués avec des cardiopathies ischémiques, des hypertensions, etc. Puis à un moment, en fait, quand tu commences à les chercher, tu vas multiplier les scintigraphies et ça va plus rentrer dans les laboratoires de médecine nucléaire, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a évolué à cette phase. C'est pas l'idéal parce que dans tous nos travaux de recherche, maintenant, on est un peu gêné parce que tout le monde nous demande le temps tardif, le score de pérugénie, etc. Bon, heureusement, on l'a validé et publié, donc on peut sortir notre score. Mais à un moment, si tu veux, ça rentre plus dans les labos de médecine nucléaire. Donc au début, mes nucléaristes disaient, oui, mais si je fais pas le temps tardif, je fais pas un examen complet de scintille osseuse. De scintille osseuse. Donc là, on fait une scintille myocardique avec un traceur osseux. Donc c'est un changement de paradigme, en fait. Au-delà de tout ça, ce qui prend du temps aussi, c'est il fait des corps entiers. Là. La question, c'est pourquoi tu ne fais pas juste une acquisition thorax. Et si tu pars par là, tu as des gamins caméras dédiés cœur qui te font l'acquisition en 3 minutes. Le problème du temps, il n'est pas tellement... Le problème du temps précoce tardif chez toi, c'est que tu n'as pas envie de garder les patients 3 heures. Mais une fois qu'ils sont injectés, ils ne prennent pas de place. Les patients, tu les mets dans un coin, c'est bon. On pourrait imaginer... Le problème, c'est de faire un corps entier. Non, mais c'est vrai, c'est de faire un corps entier. Et ça prend du temps. Et ça bloque les services de médecine nucléaire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on injecte un traceur osseux pour faire juste une hélice cœur et avoir le diagnostic sur le cœur. Et ça prend... Mais je pense qu'on va y arriver.
c'est problématique dans la prescription, hein, tu dis bien, parce que dans le service de médecine nucléaire, amylose cardiaque, scintillose, enfin même les patients ne comprennent pas. Hein. Donc il faut effectivement qu'on change de nom. Et la fixation, il n'y a rien sur les AL, on l'explique comment Quand il n'y a rien. Il n'y a pas de fixation osseuse, enfin cardiaque, donc ça fixe dans les amyloses AL. Ah ben alors, tu vois, le seul papier qui s'est un peu abordé date de 2016, ça fait 40 ans, si tu veux, qu'on sait qu'il y a une fixation myocardique et personne ne sait vraiment pourquoi. Et les AL ont aussi des calcifications myocardiques quand même. Alors peut-être moins importantes que les TTR, mais elles en ont. Donc pourquoi ça ne fixe pas, on ne sait pas encore en fait. Je pense que c'est Nobel Prize le prochain. Juste un commentaire et une question pour finir. Je suis sur le point très important d'Erwan sur le fait de comparer le strain d'une part et la fraction d'éjection d'autre part. Hein. Ce rapport est important. Nous, on va montrer, on va présenter un poster à l'ESC où on se concentre sur un nouveau rapport qui est le strain basal sur la fraction d'éjection qui semble encore plus pertinent que l'autre. Donc on vous présentera ça à l'ESC. Et la question, c'est pour Olivier, c'est est-ce qu'il y a une valeur seuil de T1 tu peux nous donner qui te dit tiens, ce seuil-là me fait penser à... Alors en fait, c'est proportionnel à la densité d'infiltration. Donc un T1 normal, il est de l'ordre de 950 à 1050, on va dire. Et quand on arrive au-dessus de 1050, typiquement... Alors ça, théoriquement, le T1 ne descend jamais, sauf dans le Fabry, en fait. Et il a tendance à augmenter avec une augmentation du volume extracellulaire. Et ensuite, ça dépend du degré d'augmentation du volume extracellulaire. Donc sur des valeurs au-dessus de 1050, etc., on est sur du confondant avec des cardiopathies aspécifiques. Et puis au-dessus de 1150, par exemple, on arrive quand même sur des valeurs très hautes qui évoquent de l'infiltration. Et là, il y a une toute dernière question au fond. Après, vraiment, on arrête et on discutera pendant la pause. Moi, j'ai une question pour tous les imageurs, là. Est-ce que le GLS, le strain longitudinal est le même sur toutes les machines? Est-ce que le T1 est le même sur toutes les machines? Est-ce qu'il y a des facteurs confondants dont on pourrait parler ou est-ce que c'est pas pertinent? Alors, le T1 mapping n'est pas le même sur toutes les machines, et le GLS est presque le même chez toutes les machines. Enfin, en tout cas, ça a été testé en 2016 avec des variations intermachines qui n'étaient pas énormes. Alors, il s'avère qu'il y a une des marques qui est très vendue en France qui a changé son strain depuis, et donc il y a des valeurs qui ne sont pas tout à fait concordantes avec les autres. Donc, c'est pas extrêmement... C'est pas parfait, quoi. Ça devrait être plus parfait que ça n'est. Il y a un gros effort international pour que le GLS au moins soit reproductible d'une machine à l'autre, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Et pour le T1, je le disais dans la présentation, mais ça a été parasité par les problèmes, mais en fait, mais il y avait il y a une grosse variabilité qui est une variabilité constructeur, mais au-delà de la variabilité constructeur, il y a il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui interviennent et qui peuvent être à l'origine d'une dégradation de la qualité du recueil. Et c'est d'ailleurs le problème en IRM. Hein. Ça dépend vraiment du réglage des séquences. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit bémol sur la technique. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour les traceurs, comme tu le sais, ils ont quand même des petites sensibilités qui diffèrent un petit peu entre l'HMDP et le DPD, mais en pratique, ça ne gêne pas le diagnostic. Et puis quand on est encore à la quantification, dans la plupart des cas, on voit des scores visuels arriver. On est loin du T1 mapping et du strain. Hein.